métiers. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire Simco Consulting consacré aux nouveaux métiers de l'entrepôt. Alors, on ne perd pas de temps, on regarde tout de suite le programme, si j'y arrive. Et voilà, j'y arrive. Une introduction, présentation de Simco, présentation du contexte et pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux nouveaux métiers de l'entrepôt. En guise de contexte, je vais vous proposer une petite revue de presse assez récente et quelques extraits qu'on est allé chercher sur le web et qui seront très significatifs sur ces tendances et sur ces nouveaux métiers. Concrètement, qu'est-ce que ça fait pour nos organigrammes dans les entrepôts, pour l'organisation, pour les différents postes, missions, fonctions, et puis un petit aperçu finalement sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme formation, tout au moins la vision Simco de cette formation, avec une phase un peu de conclusion et plutôt de conseil par rapport aux approches. Alors, Simco Consulting, rapidement, donc cabinet conseil en logistique et supply chain. Qui a ouvert ses portes à Milan en 1981, puis en 2021 à Chalon-sur-Saône en France. Notre métier est très orienté opération et intralogistique à 70%, sur la mise en performance d'activités d'entrepôt, d'usines et de distribution, de l'automatisation, des études de faisabilité, de la simulation de flux, mais aussi de la mise en œuvre. On vous accompagne dans la finalisation donc, de votre projet, le choix des fournisseurs et autres, puisqu'on est indépendant de tout fournisseur du marché. Notre métier, c'est aussi du conseil en supply chain, donc c'est tout ce qui va être approche, ordonnancement, approvisionnement, gestion des stocks. L'idée étant de rationaliser le stock avant d'imaginer la taille d'une boîte et d'un entrepôt. Et puis, on est également acteur de la formation certifié Calliope depuis pas loin de 4 ans maintenant. L'idée étant, et ça peut avoir aussi son importance dans l'approche d'aujourd'hui, de vous accompagner, d'accompagner vos collaborateurs, notamment sur les retours aux fondamentaux et la recherche de la performance sur les différents postes de travail. Simco, SIMCO, avec ou sans musique, l'ES de service, on accompagne sur la prestation intellectuelle, sur la formation. On n'est pas fournisseur de matériel ni de système d'information, quand bien même c'est des approches qu'on a ensemble. Innovation, on assure la veille technologique, on a une compétence multisectorielle. Nos clients, vous allez le voir, sont de toute taille et tout secteur d'activité. Le M de méthode qui a fait ses preuves puisque on a plus de 600 clients aujourd'hui pour 2400 projets avec un coefficient de 1 pour 4, voire un petit peu plus. Ça veut dire que nos clients nous font confiance et nous ramènent des projets quelques années après le premier ou dans la suite des études. Le C, le changement, un accompagnement qu'on souhaite et qu'on vous conseille jusqu'au bout, jusqu'à la remise de la clé et la finalisation finalement de l'ensemble du processus de mise en place des nouvelles organisations, et le haut d'opération avec cette approche très opérationnelle qu'on vous propose. Quelques-uns ici de nos clients, alors c'est un tout petit échantillon, difficile d'afficher 600 clients aujourd'hui, donc nos clients nous amènent tout partout dans le monde, même si on travaille essentiellement donc sur le périmètre européen. Et puis à noter, on en parlera là aussi tout à l'heure, je ferai un petit coup de pub, donc que Simco depuis mars 2025 est élu meilleur cabinet de conseil par l'Agora Award Supply Chain et notamment sur ses actions de formation. Allez, on entre directement dans le vif du sujet, j'allais dire dans l'entrepôt. Une information de BFM Business d'hier, le 19 juin 2025, donc très récente. Vous aurez la présentation, oui, je vous ai pas dit, je vous ai pas redit, vous aurez la présentation, vous aurez le replay également de ce webinaire accessible. Et donc, allez, on est parti pour 3 petits quarts d'heure à peu près, j'allais dire de monologue entre guillemets, où je vais essayer de vous intéresser sur le sujet du jour. N'hésitez pas en parallèle à saisir au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, de saisir vos questions sur l'outil de chat. Et donc, à la fin, si tout va bien, si la technique le permet, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et s'il y a vraiment trop de questions, je vous ferai des réponses un peu plus personnalisées à l'issue de l'exercice. On commence par alors on n'aime pas Amazon, mais on commence par
cet article de presse diffusé hier sur BFM Business, où Amazon annonce, et c'est dans le cadre donc, des plans France 2025, hein, Amazon a annoncé son, je crois, neuvième, c'est quelque part dans le texte, son neuvième entrepôt donc, sur le territoire français, où on nous dit qu'il sera équipé des dernières technologies robotiques développées par Amazon. Donc on se dit, oh là, un gros entrepôt très automatisé, ça va attirer peu de monde ou ça va nécessiter peu d'emplois. Et Amazon a annoncé jeudi, donc pour fin 2026, le lancement de ce nouveau centre de distribution en Eure-et-Loire avec la création de 1000 emplois à CDI à la clé, comme quoi finalement la nouvelle technologie n'est pas incompatible avec ces notions d'emploi. On sait aussi que certaines collectivités renoncent à accueillir des entrepôts parce que beaucoup de surfaces bétonnées pour très peu d'emplois à la clé. Mais tout dépend finalement des activités qu'on trouve. Ce qu'on peut dire également, sans en vendre et sans abuser sur la filière logistique, c'est pas de logistique, pas d'industrie tout simplement. Et en date où on parle de réindustrialisation, c'est important d'accompagner la logistique qui va avec. On retrouve Amazon sur un deuxième article, cette fois donc, dans les Échos, en date du 18 juin. Donc, pour le coup, c'est encore très récent avec une intervention donc, du patron d'Amazon, Andy Jassy, sur le salon Viva Technologie, Vivatech. Donc là, il annonce ici à ses salariés que l'IA générative et les agents IA devraient rapidement changer leur quotidien pour le meilleur, bon, des fois peut-être pour le pire aussi, mais surtout ce qu'il annonce, c'est qu'il anticipe voilà. Il anticipe donc il anticipe et il prévient ses cadres que ça peut effectivement avoir un impact sur l'emploi. Donc, voilà, ce n'est pas le genre à se cacher à son petit doigt. Le patron d'Amazon a prévenu les cadres du genre mondial e-commerce que l'arrivée de l'IA au bureau aura de lourdes conséquences pour eux, à la fois donc peut-être effectivement sur les effectifs. À un moment donné, c'est peut-être plutôt la partie encadrement qui va subir les conséquences de l'IA, mais ce qui va également bénéficier de ces apports de l'IA, donc à chacun de se faire une idée sur les conséquences. Toujours dans les Échos, un article du début de mois ici où on nous dit que la fast fashion menace la logistique classique en France. On peut se dire à un moment donné que oui, l'apport de systèmes automatisés, l'apport de mécanisation nous permet de fiabiliser et de pérenniser nos entrepôts. Ici, on a un acteur qui est cité, qui est Gexco, dont on va reparler tout à l'heure. Donc, il nous dit les nouveaux entrants chinois de l'habillement à bas coût contournent le schéma classique de livraison à domicile, qui avait été calqué sur le modèle d'Amazon. En réaction, certaines marques s'interrogent sur l'utilité de continuer à servir le en France depuis plusieurs entrepôts. Et donc, on voit des entrepôts logistiques XXL, dont certains, parmi les plus récents et les plus automatisés d'Hexagone, sont-ils menacés. Y compris quand les entrepôts sont automatisés, on considère qu'on a peut-être des menaces, donc on a tout un modèle de toute façon à reconstruire, mais on n'a pas le choix que d'aller vers cette notion d'automatisation et d'évolution de nos systèmes d'information. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher la performance. Et n'oublions pas non plus que à l'heure où on nous parle de ZAN, de zéro artificialisation nette, qui a priori, comme la ZFE, tient encore en termes de réglementation, ça veut bien dire que dans les années qui viennent, on va aller chercher de la friche, on va aller chercher de la hauteur, on va raisonner en mètres cubes et puis en mètres carrés. Et donc, mètre cube, mètre carré, hauteur, on va avoir du mal à aller très très haut avec des outils traditionnels, d'où l'appel donc à cette automatisation qui va supprimer quelque part ou minimiser au maximum tout ce qui est surface sans valeur ajoutée. On citait Gexo, donc ça m'a donné, dans cet article, ça m'a donné l'idée d'aller jeter un œil sur le site de Gexo. Alors je le fais en toute indépendance, toute autonomie, c'est pas de la publicité, c'est juste du constat, c'est factuel.
On peut aller voir et interroger les autres logisticiens et on aura la même chose. Voilà, la technologie, quand l'innovation et l'automatisation changent la donne, voilà, ils nous disent, GXO, on peut utiliser le machine learning, la science des données, l'analyse prédictive pour faire de la logistique un avantage concurrentiel pour nos concurrents. Et on voit ici ce bras robotisé, puisqu'on a eu la mécanisation, l'automatisation, et on va donc de plus en plus vers la robotisation. L'entrepôt doit se transformer. C'est plus GXO ici, c'est un chargeur qui est aussi grand distributeur, donc le groupement des mousquetaires, qui a une page dédiée sur la logistique sur son site, qui nous dit le groupement mousquetaire a fait un choix capital, celui de maîtriser l'ensemble de sa chaîne logistique, donc pas d'externalisation, on fait tout en propre. Ils sont très orientés pour faire en propre également en termes de production. C'est le premier producteur agroalimentaire sur le territoire national. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'objectif, c'est de préserver et de développer la compétitivité en répondant aux évolutions des métiers de la logistique. Et donc, ils répondent aux évolutions et défis suivants. Évolution des processus opérationnels avec l'utilisation des nouvelles technologies, comme par exemple la mécanisation, l'automatisation, la diminution donc de la pénibilité, la réduction de l'impact environnemental. Tout ça, ça rentre finalement dans ce périmètre qui nous amène à nous poser des questions sur ces nouveaux métiers de l'entreprise. Alors voilà, pour pas parler que des mousquetaires, je vais aller chercher un post de LinkedIn également où c'est Auchan qui nous dit « Et si la technologie n'était pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'épauler ?» J'aime bien cette phrase. C'est tout le pari que nous faisons avec Amiral, donc leur solution d'AMR ici, qui sont en train de développer. Vous aurez toutes les sources, hein, évidemment, dans les slides qui arrivent. Et puis, alors, un fournisseur, voilà, Savoie, qui lui ne travaille pas forcément, alors ils travaillent évidemment, ils sont très connus sur la partie automatisation des entrepôts, mais qui travaille aussi maintenant sur la maintenance prédictive, l'IA probabiliste entre en scène. En une phrase, on nous parle de maintenance, on nous parle d'intelligence artificielle, et là aussi, c'est bien les enjeux qui constituent finalement l'introduction sur ces nouveaux métiers. Petit retour sur GXO, parce que du coup, on se pose la question, on dit, mais ok, c'est des nouveaux métiers, mais qu'est-ce qu'on demande à des salariés, qu'est-ce qu'on demande à des effectifs pour venir chercher ces nouveaux métiers? Donc ici, GXO, l'entrepôt recrute, une carrière au maximum du potentiel. Nous avons à cœur d'utiliser nos technologies pour rendre les supply chains plus efficaces partout dans le monde. Nous accueillons avec enthousiasme des nouveaux talents aux idées avant-gardistes au sein de notre équipe. Vous souhaitez en savoir plus, parlons-en, parlez-en avec GXO ou parlons-en ensemble. Et donc, quand on voit sur leur site, effectivement, on s'aperçoit qu'on a des métiers qui sont, alors peut-être pas nouveaux, mais au moins en évolution. On nous parle de superviseur logistique. Vous contribuez à la satisfaction des points de vente, à l'optimisation du cycle global des circuits d'approvisionnement. Vous encadrez une équipe d'approvisionneurs de façon à garantir les appros et les flux d'informations en cohérence avec les objectifs de la direction. Vous êtes garant de l'établissement d'une communication fluide et opportune entre tous les indépendants de supply chain dans l'optique d'optimiser les coûts logistiques en application des procédures existantes. Donc, on est vraiment sur une notion de supervision ici. Qui dit supervision dit tableau de bord, dit voilà, des choses, tour de contrôle et des choses intéressantes. Ça veut dire qu'on a besoin de remonter des informations à ces gens-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions à l'instant. L'ordonnanceur, on va voir pendant ce temps passé ensemble que moi, mon discours, c'est de dire l'entrepôt est devenu une usine. Alors, pas tous les entrepôts, évidemment, mais les entrepôts deviennent des usines et dans une usine, on fait de l'ordonnancement pour lancer les productions. Et bien ici, un ordonnanceur ici est demandé au bureau GXO au sein des entrepôts logistiques mécanisés, cette fois, même mécanisation. Vous êtes en charge de l'organisation de la planification, la préparation des commandes mécanisées, la palettisation. À ce titre, vous évaluez et coordonnez la réalisation de la préparation sur ligne mécanisée. Vous gérez l'ordonnancement de la production quotidienne, les emplacements des ordinateurs dans le système. Vous lancez des ordres de préparation. Vous participez à l'amélioration continue et l'optimisation des process de préparation mécanisée. Ouf. Alors, oui, ordonnanceur, ça veut dire qu'on retrouve quelque part dans cette définition, alors pas la définition de fonction, ce serait un peu aller un peu vite de dire ça, mais
on retrouve quelque part un rôle à la fois qu'on voit dans un organigramme classique plutôt d'administratif, hein, la personne qui est devant son écran, WMS, toutes les lignes, je lance, je prends ces lignes-là, je lance pour tel camion, donc j'ai mis en préparation là maintenant tout de suite parce que le camion est dans 2 heures et au vu de ce que je pressens, je peux lancer ça. On a une partie plutôt qui est plutôt orienté chef d'équipe logistique dans un entrepôt traditionnel, hein, puisqu'on va gérer les lancements, préparation plutôt sur le terrain, sur planification. Donc, on regroupe quelque part plusieurs postes en un seul avec cette notion d'ordonnanceur. On a un conducteur de process automatisé au sein des entrepôts logistiques automatisés. Vous surveillez et alimentez l'équipement des préparations automatisées selon la règle de sécurité, évidemment, productivité et qualité. Vous veillez sur écran de contrôle au bon déroulement de procédés de préparation. Donc là, c'est clair. Alors, on est sur un écran de contrôle, on identifie, on vérifie que Madame Machine fait correctement son travail et qu'elle ne prépare pas une petite panne, un petit coup, un petit collier en travers, etc. Et donc, on est très orienté ici sur cette notion-là aussi de supervision, de travail sur écran. On change vraiment de paradigme hein, quand on parle de système automatisé. Technicien de maintenance, vous assurez la maintenance préventive, curative, la chaîne automatisée, mais également les engins de manutention présents sur le site. Ben oui, avant, on avait des engins de manutention en full service, un intervenant qui venait régulièrement faire soit intervenir sur des problèmes de panne, soit intervenir sur du préventif. Et bien ici, maintenant, on va demander aux techniciens de maintenance de faire à la fois la chaîne automatisée et à la fois donc assurer la maintenance des engins de manutention, très clairement pour des raisons, je veux dire, qui peuvent se comprendre, de dire on a des effectifs, on a un potentiel, peut-être pas du potentiel pour occuper quelqu'un à plein temps, mais au moins on remplit finalement la besace de cette personne. L'entrepôt recrute, voilà, on est allé chercher un petit peu de diversité. On est ici chez Copper, la Copper Viande, où on nous propose un poste de technicien de maintenance entrepôt logistique. Qu'est-ce qu'on va lui demander à cette personne? De réaliser l'entretien curatif de l'ensemble de l'outil logistique, de réaliser l'entretien sur le planning GMAO, gestion de la maintenance, c'est par ordinateur, hein, c'est le WMS de la maintenance quelque part, enregistrer les opérations de maintenance, participer au bon suivi des stocks de pièces détachées. C'est important parce qu'on a un outil, j'allais dire, c'est comme une voiture, c'est comme un engin de manutention, on doit l'entretenir et donc disposer d'un potentiel de pièces nécessaires à l'instant T pour pouvoir réparer sans avoir à subir un délai de livraison. Procéder à la consignation de l'installation avant intervention, il y a une notion de sécurité ici, hein. Je bloque le système, je le ferme, je le consigne, je garde la clé dans la poche, j'ai un système de cadenas de manière à ce que si j'interviens ou si je fais intervenir quelqu'un dans le système, il n'y a pas un système quelqu'un qui appuie sur un bouton, un système qui se remet en route, c'est capital. Respecter les procédures instructions de travail, ok, c'est valable pour tout le monde. Accompagner les prestataires extérieurs, je laisse personne intervenir dans mon périmètre tout seul. Être force de proposition d'amélioration continue. Ça fait déjà 2 fois ou 3 qu'on retrouve cette notion d'amélioration continue et c'est quelque chose qui vraiment arrive. Et là aussi, c'est logique puisqu'on parle maintenant d'usine dans les entreprises. Un deuxième enfin, une nouvelle fiche de mission et de poste sur un business développeur automatisation des procédés logistiques. Alors évidemment, je suis très orienté la recherche sur le web et je suis pas allé chercher des recrutements de caristes ou de préparateurs de commandes. Encore que préparateurs de commandes, on commence à jouer aussi en fonction des philosophies de préparation. Et donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit c'est le client solistique, acteur reconnu dans l'automatisation des procédés intralogistiques dans le domaine des colis et du tri postal, qui cherche un futur business développeur automatisation procédés logistiques, gérer et développer son portefeuille client. Ici, on est chez un fournisseur intralogistique, identifier et prospecter les nouveaux clients des nouveaux marchés, analyser et comprendre les besoins des clients, leur proposer une solution adaptée à la demande de département réponse appel d'offres, convaincre et persuader les différents clients de la valeur de son service produit, etc. Donc, ça veut dire ici aujourd'hui que les fournisseurs font également un effort pour aller mettre de la R&D sur des systèmes donc automatisés.
Un petit retour 2 ans en arrière ou 1 an et demi en arrière sur une étude qu'avait fait McKinsey et qui, donc en 2023, novembre 2023, nous évoquait donc sur ce schéma différentes thématiques et technologies au sein de l'entrepôt avec celles sur les innovations qui sont déjà en cours, celles sur lesquelles on a des pilotes en cours et entre-temps on voit bien que ça s'est plutôt pas mal développé. Et puis, une partie rupture, voilà, rupture stratégique, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entrepôt vraiment pour prendre de l'avance sur les concurrents. Et donc, c'est les bulles 10 à 14. 10, voilà, donc Dynamic Labor Management based on demand forecasting, c'est-à-dire qu'on va adapter notre capacité de travail en fonction des besoins et de la demande. Encore faut-il, dans le monde du cas, que le forecast soit correct. C'est l'amélioration donc des WMS, c'est du temps réel et du suivi individuel de productivité. Bon, on partage ou pas, mais en tout cas, c'est mentionné. C'est du temps réel, un suivi temps réel donc de tout ce qui va être lié à la distribution. Et puis c'est la généralisation des systèmes type AGV, Best Goods to Person. Cette solution, c'est la fameuse philosophie où c'est plus l'opérateur qui va dans les racks, dans les étagères pour faire sa préparation de commande et sa tournée. C'est l'opérateur qui est sur un poste de travail et les opérations, les produits qui viennent vers lui de manière à pouvoir dispatcher ses commandes et préparer plusieurs commandes en simultané. Alors, si on prend un peu de recul, pourquoi on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On ne va pas insister très longtemps, mais encore une fois, vous aurez les slides ici sous la main. L'industrie 1.0, la fameuse l'arrivée de la machine à vapeur qui a remplacé manuel par des machines mécaniques, c'était au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe. Fin du 19e, début du 20e, l'invention, l'électricité, les chaînes de montage, voilà, on pense à Ford, à Tyler, etc. Augmenter la productivité, standardiser les produits. L'industrie 3.0, c'est l'arrivée de l'automatisation. Alors, on a l'impression que c'est récent, mais c'est quand même dans les années 70, avec l'électronique, l'informatique, robotique. Bon, alors, c'était des grosses armoires bien costauds qu'on mettait, qui prenaient moitié de place dans les entrepôts, mais pour pouvoir gérer et mettre en branle, donc, enfin, plutôt dans les industries, dans les entrepôts d'ailleurs, et donc mettre en exergue tous ces automates, est arrivé, et on en parle encore, et on a la sensation d'en être arrivé là, et d'attendre la prochaine étape, l'industrie 4.0, sur la digitalisation, les machines parlent de machines, l'IoT, donc les objets connectés, l'intelligence artificielle, le big data, et donc une machine qui dit attention, là je commence à tousser un petit peu, là j'ai un roulement qui est défaillant, j'entends un bruit bizarre, c'est pas la machine qui le dit, mais c'est toute l'intelligence artificielle qui est autour, donc sur la base d'un capteur qui dit donc je vais ralentir pour être sûr de ne pas casser en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je ralentis ma cadence, et ben, je préviens le process en aval, le process en amont, de manière à ce que lui aussi puisse ralentir sa cadence et pas générer à un moment donné de blocage ou de bottleneck dans la chaîne. Eh bien non, on s'en est pas arrêté à l'industrie 4.0, on en est aujourd'hui à l'industrie 5.0. Et alors elle arrive, elle est toute récente, la collaboration homme-machine, puisqu'il n'y a pas que les machines dans la vie, il y a aussi des hommes, et donc tout ce qui va être cobotique, réhumanisation de l'industrie, la durabilité, le RSE, les conditions de travail, etc., l'impact social, l'impact environnemental arrive avec cette notion d'industrie 5.0. Ce qui est intéressant, et donc on va le voir dans notre entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour passer de l'industrie 1.0 à la 2.0, on a mis à peu près un siècle et demi. La 2 à la 3, un siècle. La 3 à la 4, un demi-siècle. Et de la 4 à la 5, 15 ans. Comme toute évolution technologique, aujourd'hui, on est sur des vitesses exponentielles. Peut-être que la 6.0 va être annoncée demain matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va très, très vite. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, on est plutôt sur la 5.0. Et si je vous dis ça, c'est parce que si je prends du recul, ça fait quasiment 30 ans que j'use mes chaussures de sécurité dans des entrepôts. Et à l'époque, la logistique était au tout début. On créait les filiales logistiques issues plutôt d'organisation de transport.
et on rendait service aux clients. Donc, on commençait à vider un peu les garages, à confier l'entretien des camions à des prestataires ou directement donc, aux constructeurs ou à des concessionnaires. Et donc, on avait un peu plus de valeur ajoutée. On bouchait les fosses, on mettait des palettes et on rendait service. Et on commençait aussi à travailler avec du WMS, de l'étiquetage, etc. On scannait des codes barres. Bon, il fallait rapprocher la palette à 1 mètre de l'ordinateur pour pouvoir les flasher, mais en tout cas, on les flashait et voilà. On parlait pas de convoyeur dans les entrepôts, hein, dans les usines, oui, mais pas dans les entrepôts. Et puis, les premiers EDI, j'ai souvenir d'EDI avec un client en face où ben, ça mettait à peu près un quart d'heure à faire 3 fois le tour du monde et arriver donc dans le système d'information du partenaire. Et puis, on avait peu de mobile et on se demande comment on y arrivait, mais en tout cas, on y arrivait. Et aujourd'hui, bah, finalement, on fait exactement la même chose. 30 ans après, on fait la même chose dans l'entrepôt, sauf que les technologies nous permettent d'aller plus vite, beaucoup plus vite, d'être plus fiables. Et c'est pour ça qu'on parle d'usine en lieu et place d'entrepôt. Alors, si on revient donc sur cet entrepôt, alors je me suis lancé sur une esquisse de ce que pourrait être un organigramme. Alors en bleu foncé, si on l'extrait, on est sur un entrepôt, je vais dire isolé, tel qu'on l'a chez un prestataire logistique ou tel qu'on l'a sur des entrepôts de rang 2, 3 de chargeurs. En plus global, avec la notion, le rattachement à supply chain, avec les relations avec la production, le commerce. Là ici, on est plutôt sur un chargeur. En tout cas, on a toujours ces notions de fonctions support, les RH, la compta, les achats, etc. Et donc, c'est intéressant enfin, il m'a semblé intéressant sur cet organigramme de coller un petit peu les évolutions. Alors, les évolutions que je vous propose, ben, on a un transfert, un renfort de compétences, je vais dire une relocalisation, je vais dire, des services supports sur les entrepôts. Le parc, celui du parc, manutention immobilier à travers la maintenance. Tout ce qui est QHSE, QVT, qualité de vie au travail, RSE, tout ça, ça arrive. Il y a vraiment des postes spécifiques qui sont ouverts dans les entrepôts pour le suivi. Et puis donc on a la fonction IT aussi forcément qui arrive dans l'entrepôt parce que c'est important, parce que on a des systèmes d'information qu'il faut les faire vivre et qu'il faut les rapprocher avec des business et donc on les récupère aussi. On a ce que j'appelle un changement de paradigme chez le chef d'équipe, chez le gestionnaire de stock, chez l'administratif, chez le patron de la plateforme également. Pourquoi? Parce que on a des nouveaux outils qui nous permettent d'aller plus vite dans nos tâches administratives. On en parlait tout à l'heure, c'est peut-être les tâches d'encadrement qui vont souffrir le plus. Oui, alors là, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à la situation, de prendre des bonnes décisions par rapport à un ensemble d'informations dont on dispose. Et donc, c'est pour ça que je parle plutôt de changement de paradigme. On peut avoir effectivement un impact sur les effectifs, très clairement, sur les effectifs plutôt opérationnels. À la fois un impact sur les effectifs, à la fois, là aussi, j'aurais pu remettre le logo changement de paradigme, puisque quand on va automatiser un entrepôt, ben, on va demander des choses différentes au chef d'équipe, on va demander des choses différentes, donc peut-être moins de choses à un cariste évidemment. Un préparateur va faire beaucoup moins de pas, il va être plutôt sur un environnement un peu plus statique, alors indépendamment enfin, selon la technologie qu'on va choisir. Et donc pareil sur la manutentionnaire. Les manutentionnaires, à un moment donné, décharger un conteneur, décharger un camion, etc. Tout ça, on commence à avoir quelques solutions. Il pourra y avoir un impact demain, mais aujourd'hui, on a encore besoin, évidemment, des muscles de l'homme pour travailler dans nos entrepôts. Bon, alors là, j'ai mis la petite chaise longue. Alors, c'est un humour un peu caustique peut-être, mais pourquoi? Parce que le patron du site, tout ce qui va être remontée d'informations, contrôle de gestion, tout ce qui va être gestion RH, grâce à ces notions de système informatisé, grâce à ces interfaces aux machines qui permettent de collecter de la donnée en permanence et d'en faire des synthèses et d'alimenter des tableaux de bord ou des systèmes RH, c'est un petit peu, voilà, c'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, c'est efficace et ça apporte un poumon d'oxygène, peut-être là où les gens souffraient du manque de temps. Et mon approche, c'est que ça permet aussi aux effectifs de mieux faire travailler leur matière grise pour mieux préparer le travail demain et des équipes. Alors, quand on dit c'est un impact sur l'emploi, voilà,
ne fais pas de pub non plus pour une deal, mais c'est ce que Internet m'a proposé sur la base de mots-clés. J'ai dit, bah, tiens, combien on recrute aujourd'hui de caristes logistiques? Bon, sur l'ensemble, hein, voilà, 2360 disponibles sur ce réseau ici. Des emplois de manutentionnaires logistiques, 4378. Des techniciens de maintenance, alors 55 disponibles. Bon, est-ce que c'est sous-estimé, pas sous-estimé? Mais en tout cas, ça arrive et on a besoin de techniciens de maintenance logistique. Des chefs d'équipe logistique, on en cherche 620. Des responsables RSE en logistique, c'est 400, et des responsables QHSE, c'est 300. Voilà, donc on a des postes qui sont ouverts, on a une évolution, une transformation des postes. Il y a quelques années, on n'aurait pas, quelques dizaines d'années, on n'aurait pas cherché des techniciens de maintenance logistique, si ce n'est pour les engins de manutention, mais c'était plutôt les fournisseurs qui s'en occupaient. Voilà, donc les choses évoluent. Et les choses évoluent comment? Ben, et pourquoi? Ben, en fait, quand on a des systèmes d'information, parce que c'est bien eux qui nous permettent de progresser et d'amener aussi de l'automatisation, parce que les automates sont gérés par des systèmes d'information, ben, ces systèmes d'information sur lesquels on va retrouver des mots-clés liés à l'IA, liés à l'intelligence artificielle, donc la traçabilité, le big data, etc. Ben, ces systèmes d'information permettent d'améliorer les systèmes de pilotage. Donc, on a des systèmes nomades qui permettent de prendre des décisions, j'allais dire, que ce soit au bureau, le soir en rentrant à la maison, le week-end, etc. Alors, évidemment, il faut respecter les pauses digitales. Ces systèmes d'information qui, eux, sont nos logiciels, nos applications, avec cette notion, cet apport d'intelligence artificielle, de facilité d'algorithme, de prédiction. Alors, on parle plutôt de prédictif, c'est mieux que de prédiction. Donc, eux vont donner encore des meilleures informations donc, au système opérant. Le système opérant qui va être l'opérateur ou qui va être le système automatisé avec cette notion, ces arrivées, mécanisation, automatisation, robotisation, l'IoT, les PDA et tout ce qui va permettre donc, le temps réel, la fiabilité, etc. Et donc, si on fait un focus, en fait, on voit qu'on a, je voudrais faire un focus avant de parler vraiment des emplois, donc de maintenance et sur un focus sur la partie informatique. Un petit rappel ici, une découverte qui, je pense, a son sens. Quand on parle de maintenance, on a 5 niveaux de maintenance. La maintenance de premier niveau, la maintenance corrective complexe, la maintenance lourde et l'ingénierie de maintenance. Et donc, le contenu, la maintenance de premier niveau, du nettoyage, de la modification, des petits réglages, en général, c'est les opérateurs qui font. La maintenance corrective simple, c'est les techniciens de maintenance qui font. On remplace des pièces, on fait des réglages pas trop compliqués, des diagnostics basiques. C'est important de faire des bons diagnostics. On complexifie un petit peu sur la maintenance corrective complexe, des panaches lourds, des réparations mécaniques et électriques hydrauliques complexes, l'utilisation d'outils diagnostiques, etc. Là, il faut vraiment être spécialisé, technicien ou des équipes internes formées. Et puis après, on est plutôt sur la maintenance lourde. Là, on est plutôt sur des grands arrêts, sur des révisions complètes. Et puis, l'ingénierie de maintenance qui est au niveau 5. Et si on regarde finalement, donc ça, c'est la normalisation et c'est issu c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les usines et évidemment dans nos centres logistiques automatisés. Et si on regarde un peu, on peut regrouper et affecter un organigramme tel qu'on l'a vu tout à l'heure des missions. Donc la maintenance de premier niveau, on va l'affecter aux caristes, aux préparateurs de commandes, on va l'affecter aux agents de quai. On vérifie les chariots, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On vérifie aussi les convoyeurs, on signale les dysfonctionnements, c'est important dans la compétence de pouvoir remonter l'information fiable de manière à pouvoir cibler le plus vite possible là où on va trouver une anomalie. Nettoyage de base, donc pour éviter donc tout ce qui est panne par encrassement. Et puis, on va avoir des techniciens, là encore internes ou prestataires permanents, qui vont faire les maintenances correctives simples, dépannage d'équipements, remplacement de capteurs, ils vont être en poste ou pas. Et donc, ça nécessite vraiment une cellule dédiée. Et puis ensuite, on a plutôt l'équipe projet sur le niveau 4 et 5, le responsable maintenance, le responsable technique, le chef de projet, où là, on va piloter, on va regarder vraiment là où il faut aller. Si on se projette un petit peu sur la même chose sur les systèmes d'information,
On a là aussi du niveau 1 à 4. J'ai rajouté un niveau, alors je ne l'ai pas appelé 0, mais que j'appelle moi maintenance préventive. Là aussi, il faut que les opérateurs prennent soin de leur matériel, le nettoient régulièrement, le mettent en charge pour le lendemain, parce que il n'est pas rare de voir des exploitations où le soir, les opérateurs, les caristes, les préparateurs de commandes reposent leur PDA, leur pistolet, mais ils le mettent voilà, sur le bureau, au lieu de le mettre sur un support ou de les brancher pour la charge. Et le lendemain matin, l'équipe arrive à 6 heures et qu'est-ce qu'ils ont? Des systèmes qui sont déchargés et sur lesquels ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir travailler 8 heures. Donc, c'est extrêmement important de sensibiliser. Alors, on est dans l'IT ou on n'est pas dans l'IT, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est capital de le mentionner quelque part. Et puis, on a ces niveaux de maintenance, IT, maintenance corrective, correction de bugs, tout ce qui va être lié aux interfaçages entre systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, nos outils doivent communiquer entre clients, fournisseurs, prestataires, le patch de sécurité après des failles cyber, etc. Là, on est plutôt sur une équipe informatique plutôt locale, ou alors une équipe technique fournisseur, mais il y a besoin d'intervenir local. On a la maintenance adaptative, tout ce qui est mise à jour pour les compatibilités avec des nouvelles versions. Là, c'est plutôt la DSI qui va s'en charger. La maintenance perfective, améliorer les performances, l'ergonomie ou ajouter des fonctionnalités. On verra tout à l'heure, je le mets en rouge, un poste qui arrive, c'est le Product Owner système d'information. C'est, je veux dire, un membre de l'équipe DSI qui est délocalisé et qui est spécialisé sur un métier pour mieux accompagner donc, les métiers, la progression, la mise en performance. Et puis la maintenance préventive, évidemment, hein, tout ce qui est administrateur, système réseau, supervision, etc. À un moment donné, on a, on doit définir, et on le verra un peu plus tard, on va définir une matrice pour être sûr de bien couvrir tout le scope, puisque quand on parle d'informatique, soit on héberge directement les outils, soit maintenant on passe par des modes SaaS, System as a Service, Software as a Service, pardon, donc les logiciels sont hébergés chez les fournisseurs ou chez des opérateurs, donc chez des hébergeurs, et donc on a plusieurs degrés entre le tout ou rien. Et à un moment donné, il faut s'assurer qu'on est bien, qu'on n'est pas trop dans la raquette par rapport au suivi. Les évolutions dont on parle, en fait, maintenant, si on regarde, on va passer sur la partie exécution de l'entrepôt, sur la partie informatique, pilotage, etc. On a essayé ici de synthétiser différents postes. Responsable de plateforme, la tendance en termes d'effectifs, elle est ISO. Ici, on voit c'est plutôt les équipes terrain qui sont à la baisse et la notion de supervision qui est plutôt à la hausse. Alors, ça peut être aussi un switch avec une formation interne. Les compétences qui vont être requises par rapport au poste. On a ici donc, le responsable d'équipe, plutôt électromécanique, système d'information, maintenance de niveau 1, voilà, si on se réfère à ce qu'on a vu tout à l'heure. Les équipes terrain, les évolutions de compétences, il faut bien qu'on comprenne qu'on est sur des process entre guillemets sans retour possible. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'appuie sur un bouton, que j'enclenche ou que je flash un code barre, un QR code, si je suis sur, parce que les entrepôts se complexifient, si je suis sur un process retour et que tout de suite je m'empresse à flasher un code, et si j'appuie sur ouais c'est bon, le paquet il est là, il est en bon état, et que ça génère un retour, donc un avoir au client alors que j'ai pas encore vérifié ce que j'avais ramené, et ben c'est compliqué. Sur un process, dans le temps, on pouvait faire un peu différemment, mais on avait aussi des retards de retour qui s'entassaient et sur lesquels on était sur des missions qui étaient fastidieuses et longues, et avec des fois, quand on laissait un peu traîner, des difficultés pour associer le colis qui était revenu avec l'origine du colis. Et donc, c'est important à un moment donné de ramener, donc de bénéficier de ces outils modernes pour assurer cette notion de traçabilité. Donc, process sans retour, voilà, tout ce qui va être manipulation, entretien, charge de matériel, on y revient, savoir décrire une anomalie, c'est important, ça va faire un diagnostic pour dire, attention, ici, j'ai un problème. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va demander aux équipes terrain aussi, finalement, de détecter, d'identifier, de prévenir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Le superviseur, lui, va superviser le système automatisé, anticiper les blocages et intervenir si nécessaire. Là, c'est quand on est dans des systèmes très automatisés, soit en local,
soit en externe chez le fournisseur, on va avoir cette notion de supervision qui va dire attention, là j'ai un robot, sa batterie commence à faiblir, il va falloir commencer à la changer, ou là j'ai peut-être il a tant d'heures de vol, donc je vais devoir changer les galets, etc. Donc finalement ça revient à de la maintenance, mais plutôt en live, de la maintenance préventive. Sur la partie pilotage, donc on va retrouver le responsable de la plateforme, le directeur de site, le directeur d'exploitation, on appelle comme on veut, le responsable d'équipe, l'administratif plutôt d'exploitation, et puis donc on retrouve ce fameux process owner IT. Pas vraiment d'évolution constatée dans les tendances et dans les organigrammes d'entrepôt entre un entrepôt manuel et un entrepôt automatisé, alors qu'on a le process owner IT qui est plutôt à la hausse, parce que c'est un métier qui est relativement nouveau. Donc ici, on est toujours sur le pilotage. Le responsable de plateforme, lui, les compétences, il devra quand même mieux superviser, apprendre à superviser, à identifier, à interpréter tous les indicateurs dont il dispose. Il doit pouvoir aller chercher des nouveaux indicateurs et dire bah, moi, tiens, demain matin, j'ai besoin de ça, voire faire une preuve de concept pour faire développer ce nouvel indicateur qui va afficher, qui va regarder toutes les heures, toutes les 3 heures, toutes les 3 semaines. Le responsable d'équipe qui doit pouvoir prendre des décisions avec des données entrantes. Il doit avoir des compétences de lead pour assurer vraiment la fluidité des process. L'administratif d'exploitation, eh ben, forcément, c'est du process, du système IT, c'est extrêmement important. C'est des outils de tableur, c'est des bases de données, c'est des prises de décision qu'il faut aller chercher en termes de compétences. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de connaissance de process. Je dois connaître mon métier avant de le confier à un système d'information et je dois connaître le système d'information pour aller détecter les bons paramètres, les bonnes tables à renseigner de manière à aller chercher cette performance de l'entreprise. Et ce process Honor IT, qui est encore une fois un transfuge de la DSI, qui est plutôt sur site ou souvent sur site, qui fait la veille technologique, qui vient évaluer, connaître le métier, échanger avec les opérateurs, dire bah tiens là il y a tel système qu'on pourrait appliquer, là il y a tel événement, ici on peut en discutant avec l'administratif d'exploitation ou les responsables d'équipe faire évoluer le process de telle ou telle manière, de manière à pouvoir avoir un gain, etc. Et donc c'est vraiment le super user IT qui va nous permettre d'aller chercher des évolutions. Ce process Honor IT, on le retrouve aussi dans l'équipe informatique, hein, évidemment, je l'avais mis dans le pilotage, mais il fait partie aussi d'évolution informatique qu'on doit avoir. Le manager, le master data manager, ça c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Alors, vous voyez, on a qualifié en hausse la tendance d'embauche de ces postes et de ces fonctions. Le master data manager, lui, doit maîtriser les outils informatiques, il doit maîtriser les compétences et donc la partie système de gestion de base de données. Pourquoi? Parce qu'on va lui demander de vérifier que tout est correctement renseigné dans l'outil. Que les fiches articles soient complètes, qu'il y ait bien les notions de part combien, qu'il y ait bien des dimensions, qu'il y ait bien des poids, que les nomenclatures sur une table où on a 4 pieds de table, ben, on a bien une consommation de 4 et pas de 3. Pourquoi? Parce que derrière, passez-moi l'expression, cheat in, cheat out, si on a un mauvais paramétrage de l'outil, on a beau avoir payé un outil très très cher, on n'est pas à l'abri de générer des ruptures, de prendre des décisions avec des mauvais tableaux de bord, avec des mauvaises remontées d'informations. Et ça, c'est capital, c'est quelque chose qui est permanent. Et ce Master Data Manager va intervenir dans les entrepôts, dans la partie industrie, au niveau du contrôle de gestion, la finance, etc. Il a un rôle global, mais qui va être très, très fort et essentiel au niveau donc, de nos entrepôts. Une partie cyber-réseau, évidemment. Hein. Alors là, c'est des gens qui sont formés spécifiquement. Parce qu'aujourd'hui, nos outils sortent sur le cloud, on a du multicanal, donc on ouvre à plein de plateformes pour rentrer des commandes. On sort vers des outils TMS, on sort vers des ERP, etc. Donc c'est important de maîtriser cette partie cyber. Et puis on retrouve notre superviseur, hein, qui lui va plus superviser un système donc, automatisé, mais bien plutôt un système d'information et vérifier les performances et les niveaux de saturation.
Ensuite, on a des services support. Alors, est-ce qu'ils sont support, est-ce qu'ils sont terrain, est-ce qu'ils sont leur bureau selon les entrepôts, est-ce qu'ils sont partagés entre l'entrepôt et l'industrie, est-ce que, etc. On peut, pareil, hein, chaque entreprise a son cas particulier, avec des notions donc de poste. L'IT, la méthode bureau d'études, tout ce qui va être QHSE, RSE, tout ce qui va être gestionnaire de stock, c'est super important, les gestionnaires de stock, puisqu'un gestionnaire de stock va devoir amener la maîtrise des process, la maîtrise des flux, l'optimisation d'un entrepôt, et donc lui doit connaître les systèmes d'information, il doit connaître les tableurs, les techniques de résolution de problèmes. C'est une approche amélioration continue du management, ça c'est capital. Et donc la difficulté d'un gestionnaire de stock, c'est il doit pouvoir s'imposer vis-à-vis d'une exploitation. Et des fois, c'est un peu la priorité qui l'emporte, l'exploitation qui l'emporte, parce qu'il faut faire partir les commandes. QHSE, RSE, maîtrise des normes, législation, conditions de travail, etc. C'est important aussi. Voilà, on a encore récemment des incendies dans des entrepôts avec une remise en cause en temps maintien. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet entrepôt? Est-ce que c'était bien déclaré, etc. Est-ce que les seuils maxi étaient respectés? Est-ce que toutes les process de détection ou d'extinction incendie étaient en place, etc. Donc forcément un rôle clé aussi pour amener la crédibilité du secteur logistique. Les méthodes et bureaux d'études, généralement des ingénieurs qui doivent s'approprier les besoins pour établir la meilleure solution. Aujourd'hui, on parle beaucoup de re-engineering sur des activités existantes, mais il y a aussi, donc, on parle aussi de pages blanches sur des entrepôts. Et puis, donc, les postes IT, on en parlait, donc, tout ce qui va être l'introduction, donc l'intelligence artificielle, de nouveaux systèmes, la mise en performance aussi, on ne détaille pas ici, c'est Global IT, et donc on va aller chercher des compétences directement à la source. Alors, ces évolutions de métier, il faut bien les pourvoir, il faut bien accompagner le changement, il faut bien accompagner des collaborateurs, recruter des collaborateurs, et les gens qui connaissent et sur lesquels on amène des systèmes d'information ou des systèmes automatisés, autant que faire, conserver leur expérience et leur connaissance produits, métiers, et essayer de les accompagner pour progresser. Alors, comment on les accompagne? On les accompagne à travers la formation continue. Voilà, c'est des organismes qui disposent d'un catalogue standard ou, comme Simco, on propose des formules totalement personnalisées pour mettre en place des programmes de formation. On a d'ailleurs obtenu, je vous le disais en introduction, cet award du meilleur cabinet de conseil 2025 grâce à notre formule de formation, et sur lequel, en fonction des organismes, on délivre ou pas un certificat, un diplôme de participation, etc. Et en tout cas, on vient vérifier, qualifier les acquis de la personne. Les collaborateurs en poste, on peut les faire former aussi par les fournisseurs. C'est important, quand on investit dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux systèmes, de négocier avec les fournisseurs ou de prévoir sur le planning et dans les coûts des notions de formation à ces systèmes. C'est capital, c'est irréfutable, avec différents degrés et niveaux de formation en fonction du poste de chacun, de l'opérateur jusqu'au key user, voire même plus. Après, il faut bien répartir les tâches entre qui fait quoi, mais c'est super important. Les nouveaux collaborateurs, on peut les parrainer aussi en interne, parrainage au sein de l'organisation, dans les deux sens, senior vers junior, junior vers senior, c'est quelque chose qui est capital, voilà, parce que les seniors ont cette idée et cette notion alors entre senior et junior, il y a aussi tout un panel d'effectifs qui est intégré, hein, bien sûr, dans la démarche. Mais voilà, j'ai la connaissance des flux, tu as la connaissance des technologies. Mettons les deux ensemble et voyons comment on peut évoluer. Il faut être très ouvert d'esprit et on attaque. Et puis derrière, vous avez des formations initiales. Alors, très peu de formations aujourd'hui encore initiales en logistique parlent de systèmes automatisés. On est beaucoup sur des implantations. Alors, c'est logistique traditionnelle. C'est pas négatif, hein, puisqu'au contraire, j'insiste beaucoup sur cette notion de fondamentaux de la logistique. On voit que le lean se généralise un petit peu et une fois qu'on maîtrise la logistique, derrière, on peut évoluer vers des systèmes automatisés et à travers des fournisseurs, des formations continues, etc.
En termes d'IT, de plus en plus aujourd'hui d'écoles et de formation forment sur cette notion de big data, maîtrise de données, intelligence artificielle, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ah, mais c'est des profils qui sont très, très, très recherchés. Et donc, les entrepôts, on sait, n'ont pas forcément la meilleure presse en termes de réputation pour attirer des collaborateurs. Et puis, on passe par les recrutements où difficile de recruter les moutons à 5 pattes. Donc, on va plutôt recruter des gens plutôt sur leur capacité à apprendre plutôt que sur leurs acquis. Ensuite, et avant de conclure, juste un petit point sur l'utilisation d'un outil très simple, très pragmatique qui s'appelle le RACI. L'idée, c'est quoi? C'est de définir des process, de découper les tâches du process, de définir des fonctions, alors en interne ou en externe, et d'identifier pour chaque process à qui est-ce qu'on confie la mission, la tâche du processus, soit en termes de responsabilité, soit en termes d'acteurs, soit de service consulté, soit de service informé. C'est très important parce que quand on parle de maintenance, par exemple, quand on parle d'opération, voilà, quelqu'un a détecté un tapis encrassé, un convoyeur en panne, un problème, voilà, de temps en temps, j'ai mon put to light qui est défaillant. Ok, qui prend la responsabilité de prévenir qui d'ailleurs, qui doit intervenir, parce que si tout le monde se regarde, bon, ouais, tant que ça marche, c'est pas mal. Donc là, on définit, y compris et surtout quand on a des entreprises extérieures qui doivent intervenir pour faire de la maintenance, c'est important de bien se répartir les tâches. Alors, on met ces processus, on met ces fonctions, on affecte des responsabilités, des niveaux de responsabilité. Et derrière, on dit, sur la vision globale du tableau doit permettre un équilibre, la répartition des tâches et des responsabilités. Voilà, que tout ne porte pas sur la même personne. Chaque tâche de processus doit avoir un responsable et un seul. Si on commence à en avoir deux, alors là, on va se regarder faire et on va pas avancer. Et chaque colonne, finalement, va représenter une fiche de poste, une fiche de fonction, et ce qui va nous permettre de nous assurer que dans le cadre du fonctionnement et de cette évolution de l'entrepôt, on couvre bien tout. Et ça nous permet de nous assurer aussi que il y a peut-être des tâches de processus. On ne sait pas trop à qui les affecter parce qu'on ne sait pas trop qui est formé pour, qui a les compétences pour. Et c'est peut-être là qu'on va identifier donc, les besoins d'introduire des nouveaux métiers au niveau de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, j'insiste beaucoup sur cette notion de fondamentaux. Nos métiers évoluent, le quotidien évolue, on utilise les outils digitaux encore plus peut-être à titre personnel qu'à titre professionnel. Mais si on les appuie dans les poches, on se sent tenu, voilà, on n'est plus rien. Mais pourtant, il est important de ne pas tout confier à nos outils, de savoir, de garder la maîtrise de processus, de savoir faire à la main ou dans la tête ce que font aujourd'hui nos applications, nos logiciels et nos systèmes. C'est-à-dire que je cherche à comprendre pourquoi l'outil est allé me ranger la palette à cet endroit-là, pourquoi il m'a sorti d'abord ce produit-là, pourquoi il considère une classe ABC de telle ou telle manière. C'est important, ce retour aux fondamentaux. C'est bien qu'on accompagne aussi les collaborateurs en termes de formation. Et c'est la seule condition pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre le process et pour aller chercher la performance. C'est d'abord l'intelligence humaine avant l'intelligence artificielle. Voilà. Écoutez, on arrive à l'issue de ce webinaire. On a commencé un petit peu en retard et donc on finit un petit peu en retard. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose maintenant de passer aux phases questions si toutefois vous en avez. Alors, j'ai une première question qui apparaît ici. Alors, attendez que je mette ça un peu plus grand. Bon, alors j'ai une première question sur la présentation qui avait disparu, plus d'image, donc excusez-nous pour cet incident technique. On a eu l'information et on a pu revenir. J'ai une première question, est-ce que les entrepôts ne vont pas avoir des difficultés pour trouver ces nouvelles compétences? Est-ce qu'il y a assez de personnes formées et toutes ces nouvelles technologies sur le marché de l'emploi?
C'est un vaste sujet hein, que les OPCO ont pris je veux dire, en main. On a de plus en plus de formations continues. On a beaucoup de formations par alternance aussi hein, qui nous permettent à la fois d'aller chercher des nouvelles compétences et de former les collaborateurs donc à l'image et à la culture de l'entreprise. C'est pas facile tous les jours. C'est une des thématiques aussi pour lesquelles on va vers l'automatisation. C'est parce qu'aujourd'hui, on manque crucialement de postes de manutentionnaires, caristes et donc préparateurs de commandes dans l'entrepôt. Quand on dit que les effectifs sont à la baisse, quand on va chercher l'automatisation, on a des clients qui conservent le même niveau d'effectif avec l'automatisation et ça leur donne plutôt un poumon et un potentiel de croissance. Euh, mais en tout cas, on va chercher aujourd'hui l'automatisation parce qu'on a des pénuries de mètres carrés, parce qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. Par contre, effectivement, il faut bien aller sourcer correctement la partie maintenance et autres, et c'est des points qui sont importants. Et quand on va, nous, pour le compte de nos clients, identifier, mener des appels de fournisseurs, on va attacher beaucoup d'importance à la capacité, la localisation physique des services maintenance de ce fournisseur et leur capacité à répondre favorablement et dans les temps aux besoins des clients. Ensuite, j'ai une autre question. D'accord avec vous sur l'importance de la formation continue ou sur l'importance de rassurer les collaborateurs pour qu'ils s'adaptent au nouveau processus. Ok, c'est pas une question. Merci beaucoup. Et avec votre webinaire, j'ai le sentiment que plus la technologie se développe et se complexifie, plus l'humain est déterminant. C'est peut-être ce qui explique l'arrivée et l'émergence du 5.0. Vous avez dit 4.0, on réintroduit effectivement une couche d'humain dessus. Aujourd'hui, on a des outils, on a des tableaux de bord, on a du pilotage, mais le système de pilotage bénéficie des remontées du temps réel, la fiabilité des informations de la part de nos outils. Mais par contre, c'est toujours l'humain qui prend la décision et ça sera encore pour quelques années, je pense. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour votre participation. Encore pardon à la fois pour ce retard et à la fois pour cette coupure de son et d'image au début de ce webinaire. Vous retrouverez donc à la fois le support et à la fois cette vidéo donc en replay. Merci encore pour votre participation. À très bientôt. Bonne soirée.